Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale sur Kinshasa Télévision. Après notre décryptage consacré au Rwanda, nous braquons ce soir nos projecteurs sur un autre acteur régional incontournable dans le drame qui se joue à l'est de la RDC. Il s'agit de l'Ouganda. Que révèle le dernier rapport des experts des Nations Unies? Quelle route clandestine relie nos richesses aux marchés mondiaux? Et quelle est la vraie posture de Kampala entre coopération sécuritaire et silence stratégique? Ce soir, avec notre analyste Cocorico, nous vous amenons au cœur des réseaux, des chiffres et des silences qui entourent le rôle de l'Ouganda dans cette guerre qui déchire notre pays. Coltan, or, alliances militaires, économiques parallèles, restez avec nous. L'analyse de Kinshasa Télévision commence dès maintenant avec Cocorico. Cocorico, bonjour. Bonjour Marius. Très heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission et prêt à plonger dans les subtilités du jeu régional autour de la RDC. On y va. Alors, dites-nous Cocorico, qu'est dit ce rapport sur le rôle que joue l'Ouganda dans cette guerre qui déchire l'est de la RDC? Le rapport des experts des Nations Unies, Marius, décrit l'Ouganda comme un acteur pivot mais discret dans le conflit. Pas aussi frontalement impliqué que le Rwanda militairement, mais son rôle est profondément stratégique, notamment sur le plan économique. Ce que les experts documentent, c'est d'abord une utilisation du territoire ougandais comme couloir de transit pour les minerais extraits illégalement dans l'est du Congo, principalement de l'or, du coltan, parfois même du tungstène. L'Ituri, en particulier, est mentionnée comme zone de départ de ces flux, qui passent par la frontière vers des points de collecte ougandais, avant d'être acheminés vers des marchés comme Dubaï. Ensuite, l'Ouganda est aussi impliqué dans des opérations militaires conjointes avec la RDC, comme l'opération Shujaa, lancée officiellement contre les ADF. Mais là aussi, le rapport montre une certaine ambiguïté. Tout en collaborant avec Kinshasa, certains éléments ougandais sur le terrain semblent tolérer, voire faciliter, certains trafics, ou fermer les yeux sur les mouvements suspects de groupes armés. Enfin, l'autre élément central, c'est la porosité des frontières. Le rapport souligne que dans certaines zones, les autorités locales ougandaises n'appliquent pas de contrôle strict, laissant passer aussi bien des marchandises que des combattants. Donc en résumé, pas d'intervention directe comme le Rwanda avec le M23, mais un rôle de facilitateur économique et logistique qui permet à la guerre de perdurer, en profitant de l'instabilité. Mais quand tu parles de ces minéraux qui transitent en Ouganda, ça passe par l'Ouganda, mais c'est pour aller exactement où? Très bonne question, Marius. Une fois que ces minerais, notamment l'or congolais, franchissent la frontière vers l'Ouganda, ils ne restent pas sur place. Le rapport des experts montre que Kampala n'est qu'un point de transit intermédiaire. La majorité de ces minerais, une fois blanchis ou mélangés à des minerais d'origine ougandaise, sont exportés vers des marchés internationaux, avec une destination en particulier qui revient souvent dans les rapports. Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cluster Love Feiningver, par exemple, est vendu sans grande exigence de traçabilité. Les experts citent aussi des circuits vers l'Asie et parfois même l'Europe, en passant par des sociétés écrans ou des comptoirs certifiés à Kampala, qui dissimule l'origine réelle des cargaisons. Tout le système repose sur une logique simple, effacer l'origine congolaise pour rendre l'or légalement exportable depuis l'Ouganda. Donc, même si l'Ouganda ne bombarde pas le Kivu, il joue un rôle central dans l'économie souterraine de la guerre, en rendant possible les profits tirés du chaos congolais. Est-ce que les experts donnent des chiffres sur la quantité ou la valeur de ces minéraux qui sortent par l'Ouganda? Oui, Marius, les experts essaient toujours de chiffrer, même si ce n'est jamais facile vu la nature clandestine du commerce. Mais dans ce rapport, ils donnent des estimations très parlantes. Par exemple, pour l'or issu de l'Ituri et d'autres zones orientales de la RDC, les experts estiment qu'en une seule année, ce sont plus de 6 tonnes d'or qui transitent illégalement par l'Ouganda. Et attention, ce chiffre ne représente que l'or qui a pu être documenté ou retracé indirectement.
La quantité réelle est probablement bien plus élevée. En termes de valeur, ça représente des centaines de millions de dollars, souvent entre 250 et 400 millions USD par an, rien que pour l'or congolais qui passe par l'Ouganda. Et cela sans compter les autres minerais comme le coltan ou la cassitérite. Et ce que souligne le rapport, c'est que cet argent ne profite ni à l'État congolais ni aux populations locales. Il alimente des réseaux transfrontaliers, enrichit des intermédiaires et sert parfois à financer la logistique de groupes armés. C'est donc une économie de guerre à part entière, avec l'Ouganda comme maillon incontournable. Mais tous ces minéraux passent sûrement par des routes. Alors, dites-nous, qui contrôle ces routes transfrontalières entre la RDC et l'Ouganda par lesquelles passent ces minéraux? Oui, Marius, et c'est là que le rapport devient très précis. Les routes transfrontalières entre la RDC et l'Ouganda sont essentielles dans cette économie parallèle et leur contrôle se fait à plusieurs niveaux. D'abord, sur le versant congolais, notamment en Ituri et en province de l'Ituri Nord-Est, plusieurs de ces routes passent par des zones tenues ou disputées par des groupes armés, comme la Coopérative pour le développement du Congo, CODECO, ou encore certains éléments dits résiduels de groupes armés locaux. Ce sont souvent ces groupes qui prélèvent une taxe illégale de passage sur les mineurs artisanaux ou les transporteurs. Ensuite, une fois que ces cargaisons arrivent près de la frontière, notamment autour de Mahadji, Aru ou Bunia, elles franchissent des postes souvent mal contrôlés, parfois avec la complicité de certains agents administratifs ou douaniers congolais ou ougandais. Du côté ougandais, les experts mentionnent plusieurs points de collecte informels, mais aussi des circuits organisés par des réseaux d'exportateurs liés à des comptoirs miniers agréés. Certains basés à Kampala, d'autres dans des villes frontalières comme Arua ou Gulu. Et là encore, les frontières sont largement poreuses et les flux sont souvent dissimulés dans des chargements ordinaires. Donc Marius, pour répondre directement à ta question, ces routes sont contrôlées par une combinaison de groupes armés, de fonctionnaires complices et de réseaux économiques bien implantés, ce qui rend le système à la fois opaque et très difficile à démanteler. Mais au niveau de Kampala, est-ce qu'il y a des entreprises ou comptoirs d'achat qui sont cités et suspectés dans ce commerce parallèle? Oui, Marius. Les experts des Nations Unies n'hésitent pas à nommer certains acteurs basés à Kampala, qu'ils soupçonnent de jouer un rôle clé dans la chaîne d'exportation de minerais frauduleux en provenance de la RDC. Dans ce rapport, plusieurs comptoirs d'achat ougandais agréés officiellement sont mentionnés comme ayant reçu de l'or dont l'origine congolaise ne pouvait être vérifiée ou dont la traçabilité était manifestement falsifiée. Certains opérateurs auraient déclaré des cargaisons comme production nationale, alors que des preuves rassemblées par les experts pointaient vers une origine congolaise. Parmi ces sociétés, les noms ne sont pas toujours publiés dans le résumé public du rapport, mais dans les annexes confidentielles transmises aux États membres de l'ONU, il est établi que plusieurs comptoirs ougandais travaillant avec des partenaires à Dubaï ont reçu des cargaisons d'or issues d'Ituri via des circuits non officiels. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que ces entreprises opèrent souvent avec des licences légales, ce qui leur permet de passer sous les radars. Elles se retrouvent donc au carrefour entre le légal et l'illégal, entre économie formelle et exploitation du chaos à l'Est. Bref, Marius, Kampala est un hub bien huilé dans cette mécanique régionale, avec des structures qui donnent une façade de légalité à un commerce profondément enraciné dans le désordre congolais. Mais quand je vois cette situation, l'Ouganda est allié à la RDC, n'est-ce pas, dans la lutte contre les ADF en Ituri. Est-ce que ce rapport parle-t-il d'un double jeu qu'on voit clairement de l'Ouganda à l'est de la RDC? Exactement, Marius, c'est bien ce que les experts laissent entendre, sans toujours le formuler de manière directe. Mais les faits décrits dans le rapport dessinent très clairement un double jeu de l'Ouganda en RDC. D'un côté, l'Ouganda est partenaire officiel de Kinshasa dans la lutte contre les ADF, à travers l'opération conjointe Shujaa, lancée depuis fin 2021. Cette opération a permis des déploiements militaires ougandais en Ituri
et au Nord Kivu, avec une certaine coordination tactique avec les FARDC. Mais d'un autre côté, ce même rapport montre que des flux importants de minerais congolais, or cassitérite coltan, continuent de transiter par le territoire ougandais, souvent sans contrôle rigoureux, voire avec la complicité passive ou active de certains acteurs économiques ou militaires. Les experts parlent même de tolérance systémique. En clair, certaines autorités ferment les yeux ou se montrent très peu regardantes sur la provenance des cargaisons. Ils évoquent aussi des zones où les UPDF, l'armée ougandaise, sont présentes, mais où les trafics continuent sans entrave, notamment près de certaines pistes frontalières de l'Ituri. Donc oui, Marius, ce que le rapport met en lumière, c'est une ambiguïté profonde. Officiellement, l'Ouganda aide la RDC à lutter contre l'insécurité, mais dans les faits, il bénéficie économiquement de cette même instabilité. Et cela pose évidemment la question de la sincérité de cette alliance sécuritaire. Mais alors, comment expliquer que les troupes ougandaises sur le terrain ferment les yeux sur des trafics illégaux ? C'est une question capitale, Marius. Et la réponse tient en 3 mots: intérêt, impunité et réseau. D'abord, les intérêts économiques. Dans certaines zones de l'Ituri, les troupes ougandaises sont stationnées près de routes minières clés. Et selon les experts, certaines unités locales tireraient profit, directement ou indirectement, des droits de passage ou de la protection informelle des cargaisons. Il ne s'agit pas forcément d'un ordre venu de Kampala, mais d'un système informel de gains parallèles qui s'est développé dans un environnement de guerre. Ensuite, l'impunité. Les rapports montrent que même lorsque des cas de trafic ou de tolérance sont remontés, il n'y a aucune sanction visible ni au sein de l'armée ougandaise, ni sur le plan diplomatique. Cela crée une culture du laisser-faire, où les militaires savent qu'ils ne seront pas inquiétés tant qu'ils évitent les scandales publics. Enfin, les réseaux hybrides. Le rapport évoque des connexions entre certains soldats, des commerçants locaux, des transporteurs et des chefs de groupes armés, formant ce qu'on peut appeler une économie grise de la guerre, qui alimente tout le système. Les militaires ne sont alors plus seulement des acteurs de sécurité. Ils deviennent parfois des rouages dans un circuit de rente. Donc, pour résumer Marius, les troupes ougandaises ferment les yeux, parfois par intérêt personnel, parfois par opportunisme, et souvent parce que le système dans lequel elles opèrent leur permet, ou même les incite à le faire. C'est l'un des paradoxes les plus cruels de cette guerre sans fin. Est-ce que les experts évoquent une complicité entre certains éléments des Ougandais et les groupes comme le M23 ? Oui, Marius, et c'est un passage du rapport très sensible. Les experts ne vont pas jusqu'à affirmer une complicité militaire directe entre l'armée ougandaise et le M23, comme ils le font avec le Rwanda. Mais ils soulignent des faits troublants qui laissent penser à une forme de permissivité, voire de complaisance. Par exemple, le rapport note que plusieurs itinéraires logistiques utilisés par le M23 pour faire transiter des minerais ou du matériel passent par des zones proches de la frontière ougandaise, sans rencontrer d'obstacles apparents. Certaines cargaisons provenant de territoires contrôlés par le M23 finissent par passer via l'Ouganda sans être interceptées, ce qui intrigue les experts. Ils évoquent aussi le fait que des personnalités économiques liées au M23 ont des connexions en Ouganda, notamment dans la filière aurifère. Ça suggère qu'il existe des relais, voire des réseaux transfrontaliers tolérés qui profitent autant au M23 qu'à certains acteurs ougandais. Enfin, il souligne un silence diplomatique remarqué de Kampala vis-à-vis du M23, alors que d'autres pays de la région ont condamné plus fermement la rébellion. Cela alimente l'idée que l'Ouganda préfère ne pas se brouiller avec Kigali ou le M23 pour préserver ses propres canaux économiques. Donc, Marius, pour être clair, les experts ne parlent pas de complicité militaire directe entre l'UPDF et le M23, mais ils documentent des convergences d'intérêts, des silences tactiques et des circuits partagés qui, mis bout à bout, dessinent une forme de complicité indirecte dans l'ombre du conflit. Alors, comment cette posture ambiguë de
de l'Ouganda fragilise-t-elle les opérations conjointes entre les FARDC et l'UPDF, parce que le FARDC combattent les troupes rwandaises qui sont sur le sol congolais? C'est exactement là que tout se complique, Marius. Cette posture ambiguë de l'Ouganda, à la fois partenaire officiel de Kinshasa et acteur économique intéressé par le chaos, fragilise profondément la crédibilité et l'efficacité des opérations conjointes avec le FARDC. D'abord sur le terrain, les soldats congolais, notamment en Ituri, ont du mal à faire confiance pleinement à leurs homologues ougandais, surtout lorsque certains axes sont laissés ouverts malgré les opérations ou lorsque des mouvements suspects de cargaison ou de groupes armés ne sont pas interceptés. Cela crée un climat de suspicion opérationnelle. Ensuite, au niveau stratégique, Kinshasa doit faire face à une double incohérence. Elle combat le M23, soutenu par Kigali, mais coopère avec Kampala, alors même que Muhoozi, le chef de l'armée ougandaise, affiche une proximité assumée avec Paul Kagame. Résultat, le front diplomatique congolais devient moins lisible et cela affaiblit sa posture dans les négociations régionales. Enfin, cette ambiguïté affaiblit l'image de la RDC auprès de la population. Comment expliquer qu'on combatte certains groupes rebelles tout en travaillant avec ceux qui facilitent leur survie économique? Cela nourrit un sentiment d'abandon chez les civils et mine la légitimité de l'État dans ces zones. Donc Marius, cette posture ougandaise crée une ligne de fracture permanente dans la coopération militaire. Tant que l'Ouganda jouera ce double jeu, sécuritaire d'un côté, économique de l'autre, il sera très difficile pour la RDC d'engager une lutte cohérente et efficace contre les causes profondes de la guerre. Alors, quand on voit tout ça, pourquoi l'Ouganda n'est-il pas dénoncé avec autant de vigueur que le Rwanda dans ce rapport? Très juste, Marius. Et cette différence de ton entre ce que le rapport dit sur le Rwanda et ce qu'il dit sur l'Ouganda est frappante et révélatrice. La première raison, c'est la nature de l'implication. Le Rwanda, dans ce rapport, est accusé de déploiement direct de troupes, de commandement opérationnel du M23 et d'attaques coordonnées sur le sol congolais. Ce sont des actes clairs d'agression et de violation du droit international. Donc la condamnation est frontale, appuyée, étayée par des preuves visuelles, des coordonnées GPS et même des noms de commandants. En revanche, l'Ouganda est décrit dans une posture plus grise, plus indirecte. Il n'est pas accusé d'armer ou de commander des groupes rebelles, mais plutôt de tolérer ou de tirer avantage de l'instabilité. C'est une complicité passive, une posture d'ambiguïté économique et diplomatique. Cela rend la preuve juridique plus difficile à établir, et donc le ton du rapport reste plus modéré. La deuxième raison, Marius, c'est l'équilibre diplomatique dans la région. L'Ouganda est un acteur central dans l'opération Shujaa, soutenue en partie par les États-Unis pour lutter contre les ADF, considérés comme une menace terroriste. Cela donne à Kampala un capital diplomatique que Kigali n'a plus aujourd'hui. Enfin, il y a une lecture plus politique. Dénoncer le Rwanda est devenu un axe clair des rapports onusiens récents, car les preuves s'accumulent. Mais accuser l'Ouganda avec la même intensité reviendrait à mettre en difficulté une alliance sécuritaire fragile que la communauté internationale, notamment les puissances occidentales, veut encore préserver. Donc oui, le contraste est là. Et même s'il repose sur des faits objectifs, il traduit aussi une géopolitique de la retenue vis-à-vis de Kampala. C'est ce silence relatif qui continue d'alimenter, chez beaucoup de Congolais, un sentiment d'injustice et d'isolement. Alors, est-ce que cette position de l'Ouganda pourrait nuire aux négociations de paix dans la région? Absolument, Marius. Et c'est même l'un des nœuds les plus délicats dans les efforts de paix actuels dans la région des Grands Lacs. La posture de l'Ouganda, à la fois actrice de paix et bénéficiaire silencieuse de la guerre, crée une zone d'ambiguïté qui brouille les lignes de négociation. Voici pourquoi. D'abord, les pourparlers régionaux, qu'il s'agisse du processus de Nairobi ou d'Addis Abeba, reposent sur un principe fondamental, la neutralité des médiateurs. Or, si l'Ouganda est perçu par Kinshasa ou par certaines communautés de l'Est comme n'étant pas neutre, cela mine la confiance dans tout processus où Kampala jouerait un rôle de facilitateur.
Ensuite, cette ambiguïté alimente la méfiance entre États. Si la RDC estime que l'Ouganda ne joue pas franc jeu, qu'il coopère tout en laissant passer des minerais du M23 ou en gardant une posture douce envers Kigali, alors cela bloque toute dynamique sincère de désescalade. La confiance régionale est affaiblie. Enfin, sur le terrain, situation fragilise les efforts de désarmement et de réintégration. Comment convaincre certains groupes armés de déposer les armes si les circuits d'enrichissement qu'ils utilisent restent fonctionnels avec des relais sécurisés chez le voisin? Cela pousse certains à continuer la lutte, pensant que les arrière-bases logistiques restent protégées. Donc pour répondre simplement, oui, la posture actuelle de l'Ouganda, si elle n'évolue pas vers plus de clarté et d'engagement sincère, peut sérieusement entraver les négociations de paix. Elle risque même de renforcer un climat d'instabilité prolongée, où la paix devient une façade diplomatique plutôt qu'un engagement réel entre les acteurs. On voit clairement que la RDC se trouve vraiment dans une position très, très inconfortable vis-à-vis de l'Ouganda. Mais si la RDC voulait réellement couper ces routes illicites, que devait-elle faire sur le plan bilatéral et régional? C'est une très bonne synthèse, Marius. Oui, la RDC est dans une position inconfortable, voire piégée. Mais elle n'est pas sans levier, fille. Si Kinshasa décidait vraiment de tarir ces routes illicites, plusieurs démarches s'imposeraient, à la fois bilatérales, régionales, mais aussi structurelles. D'abord, sur le plan bilatéral, la RDC devrait poser des conditions fermes dans sa coopération sécuritaire avec l'Ouganda. Par exemple, revoir les termes de l'opération Shujaa pour exiger un contrôle conjoint des axes de sortie des minerais, voire la mise en place d'équipes mixtes de surveillance douanière dans certaines zones sensibles comme Aru, Mahadji ou Kassani. Ensuite, au niveau régional, Kinshasa pourrait mobiliser la CIRGL, Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, pour mettre l'Ouganda face à ses responsabilités. C'est un cadre multilatéral, africain, qui peut permettre de demander une enquête conjointe sur les flux miniers transfrontaliers, sans passer uniquement par l'ONU. Cela renforcerait la pression diplomatique, tout en gardant l'affaire entre États africains. Il y a aussi une piste plus frontale, saisir la Cour de justice de la SADC ou de l'Union africaine pour dénoncer les pertes économiques liées au transit frauduleux des minerais par les pays voisins. Même si c'est un processus long, cela installe un discours de souveraineté économique assumé. Enfin, sur le plan interne, Kinshasa devrait renforcer son propre maillage administratif à l'Est. Il faut installer des douanes mobiles, des unités d'élite anti-contrebande, des radars frontaliers et surtout briser les complicités locales. Sans ça, même les dénonciations à Kampala resteront symboliques. Donc oui, Marius, la situation est difficile. Mais si la RDC lie sa politique sécuritaire à une exigence de transparence économique régionale, elle peut déplacer le rapport de force, lentement, mais sûrement. Parce qu'à la fin, ce sont les minerais, pas les armes, qui financent cette guerre. Alors, Cocorico, pour bien comprendre le jeu régional autour du conflit à l'Est, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord comment le Rwanda et l'Ouganda sont devenus des acteurs incontournables sur le sol souverain congolais? Oui, Marius. Pour comprendre comment le Rwanda et l'Ouganda sont devenus des acteurs incontournables sur le sol congolais, il faut remonter à l'histoire de la région, aux années 90, et surtout à ce que la chute de Mobutu a déclenché. Tout commence avec le génocide de 1984 au Rwanda. Après l'arrivée du FPR au pouvoir, des centaines de milliers de génocidaires et d'ex-FARC, forces armées rwandaises, fuient vers l'est du Zaïre avec des armes. Ce sont les prémices des FDLR. Kigali voit dans cette situation une menace sécuritaire directe. En 1996, le Rwanda et l'Ouganda lancent ensemble une intervention militaire conjointe sur le territoire zaïrois, en soutenant l'AFDL de Laurent-Désiré Kabila. C'est le début de la première guerre du Congo. Et en 1988, quand Kabila perd rompt avec ses anciens alliés, la deuxième guerre du Congo éclate. Les armées rwandaises et ougandaises sont alors présentes directement sur le sol congolais, jusqu'à ce qu'un accord impose leur retrait formel au début des années 2000. Mais dans les faits, ni Kigali ni Kampala ne se retirent totalement. Ils laissent derrière eux des réseaux armés,
des groupes pro-rwandais comme le CNDP ou le M23 et des relais économiques puissants. Ce sont ces réseaux qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi sont-ils devenus incontournables? Parce qu'ils ont su ancrer leur présence dans deux logiques. 1. La sécurité, en prétendant protéger leurs frontières contre les FDLR ou les ADF. 2. L'économie informelle, en contrôlant les routes minières et les circuits d'exportation. Donc Marius, si le Rwanda et l'Ouganda sont encore aujourd'hui si influents dans l'Est du Congo, c'est parce qu'ils s'y sont installés pendant les guerres du Congo, qu'ils ont su institutionnaliser leur présence par des groupes armés et des intérêts économiques, et que les faiblesses chroniques de l'État congolais leur ont offert un terrain sans réel contre-pouvoir. À t'écouter, on a l'impression que ces deux pays sont alliés, mais aussi rivaux. Comment leur relation a-t-elle évolué à travers les différentes guerres du Congo, si tu peux nous expliquer? C'est exactement ça, Marius. Alliés d'hier, rivaux d'aujourd'hui, mais toujours liés par le Congo. Leur relation est une cohabitation stratégique tendue, nourrie par des intérêts communs, mais aussi une méfiance historique. Paul Kagame et Yoweri Museveni partagent une histoire politique et militaire. Kagame a été formé en Ouganda. Il a même combattu dans les rangs du NRA avant de diriger le FPR au Rwanda. Quand ils interviennent au Zaïre en 1996 pour soutenir Laurent-Désiré Kabila, ils avancent main dans la main. Même stratégie, même cible, même objectif. Chasser Mobutu et sécuriser l'arrière-pays. Mais dès la Deuxième Guerre du Congo en 1988, tout change. Après la rupture avec Kabila, les deux pays interviennent chacun pour leur propre compte, installent leurs propres groupes armés et se retrouvent même en conflit armé direct en territoire congolais. Souviens-toi, Kisangani, l'an 2000, affrontement militaire sanglant entre troupes rwandaises et ougandaises sur fond de rivalité économique. Depuis, leur relation est faite de recomposition et de méfiance permanente. Officiellement, ils parlent de coopération, mais en coulisses, ils s'épient, se concurrencent, se contournent, notamment dans les zones minières de l'Est. Le Congo, pour eux, est à la fois un enjeu sécuritaire, un terrain de projection militaire et un espace de ressources stratégiques. Et c'est là que leur rivalité devient si particulière. Ils s'affrontent parfois, mais ne se neutralisent jamais, car leurs intérêts, notamment économiques, finissent toujours par s'entrelacer. Donc oui, Marius, leur relation est ambivalente. Ils sont rivaux dans les mines, dans l'influence régionale, dans les alliances armées. Mais ils sont aussi complices d'un système où le chaos congolais les nourrit tous les deux, différemment, mais durablement. Alors aujourd'hui encore, malgré leur discours officiel, est-ce que le Rwanda et l'Ouganda poursuivent toujours une compétition économique autour des minerais de la RDC? Absolument, Marius. Et c'est l'un des points les plus frappants de la situation actuelle. Malgré les apparences diplomatiques, la compétition économique entre le Rwanda et l'Ouganda pour les ressources congolaises est plus vive que jamais. Les deux pays ont compris depuis longtemps que l'Est de la RDC n'est pas seulement une zone d'insécurité, mais un gisement colossal de richesses, notamment en or, coltan, étain et tantal. Et ce sont ces minéraux qui alimentent leur rivalité, pas les discours officiels. Le Rwanda a construit depuis plusieurs années une véritable stratégie d'industrialisation minière. Il exporte chaque année des centaines de millions de dollars de coltan et d'or, alors même qu'il n'en produit presque pas sur son propre sol. Une grande partie de ces minerais provient donc, selon les experts, de l'Est de la RDC via le M23 ou d'autres circuits d'approvisionnement discrets. De son côté, l'Ouganda joue la carte du hub de transit. Kampala est devenu un point central d'exportation de minerais congolais vers Dubaï ou l'Asie, notamment à travers des comptoirs d'achat ou des compagnies officiellement enregistrées. Et l'or congolais, notamment celui de l'Ituri, transite très largement par l'Ouganda, souvent sans traçabilité fiable. Ce que montre le dernier rapport des Nations Unies, c'est que les deux pays utilisent des stratégies différentes, mais convergentes, pour tirer profit du vide congolais. Le Rwanda, plus offensif militairement, s'appuie sur des groupes armés et des zones sous contrôle. L'Ouganda, plus discret, préfère le levier logistique et commercial. Donc pour répondre clairement, Marius,
Oui, la compétition est bien réelle, mais elle se fait sans affrontement direct. Elle se joue sur les routes, les taxes, les flux, les exportations. C'est une guerre froide économique sur fond de guerre chaude congolaise. Alors, Cocorico, si ces deux puissances se méfient autant l'une de l'autre, pourquoi ne s'opposent-elles jamais frontalement sur le terrain congolais, comme ça a été le cas les années 2000? Qu'est-ce qui les retient? Excellente question, Marius. Et la réponse, elle se trouve dans ce qu'on pourrait appeler la maturité stratégique du chaos. Ces deux puissances, le Rwanda et l'Ouganda, ont appris de leurs erreurs passées, notamment des combats directs à Kisangani en 2000, qui leur ont coûté cher en vies humaines, en images et en pression internationale. Aujourd'hui, ils préfèrent s'affronter autrement. Ce qui les retient d'un conflit frontal, c'est avant tout la rentabilité du désordre organisé. Tant que le Congo reste instable mais fragmenté, chacun peut tirer sa part sans entrer en collision directe. C'est ce qu'on appelle une cohabitation concurrentielle. Ils ne s'aiment pas, ils se méfient, mais ils savent qu'un affrontement ouvert briserait le système dont ils profitent tous les deux. Il y a aussi une autre raison, la pression extérieure. Après les guerres de la fin des années 90, la communauté internationale a imposé des lignes rouges. Aujourd'hui, un conflit direct entre Kigali et Kampala sur le sol congolais relancerait les sanctions, les ruptures d'accords militaires, la surveillance des exportations minières. Ils savent que ça mettrait en péril leur façade de respectabilité régionale. Enfin, la présence d'alliés puissants joue aussi. Le Rwanda a des appuis solides. États-Unis, Qatar, certains réseaux sécuritaires, tout comme l'Ouganda avec les États-Unis ou les forces antiterroristes africaines. Un affrontement entre eux créerait un choc d'alliance que personne ne veut gérer. Donc Marius, ce qui les retient aujourd'hui, ce n'est pas une réconciliation. Alors, Cocorico, on a vu dans les dernières années que le Rwanda et l'Ouganda ont fermé leurs frontières. Elles se sont accusées mutuellement d'espionnage. Qu'est-ce qui s'est passé entre Paul Kagame et Yoweri Museveni en ce moment-là? C'était en 2018, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tout à fait raison, Marius. Cet épisode, qui culmine entre 2018 et 2020, marque un des pics les plus graves de tension entre Paul Kagame et Yoweri Museveni depuis la fin des années 90. Et ça en dit long sur la fragilité de leur relation personnelle, malgré les apparences régionales. Tout commence à couvert autour de 2017, mais en 2018, les tensions deviennent publiques. Le Rwanda accuse l'Ouganda d'héberger, financer et former des opposants rwandais, notamment des anciens officiers du FPR ou des membres de groupes hostiles comme le RNC, le Rwanda National Congress. Kigali accuse également les services de renseignement ougandais d'interroger harceler, voire torturer des ressortissants rwandais arrêtés en Ouganda. De son côté, l'Ouganda accuse Kigali de faire de l'espionnage sur son sol, d'envoyer des agents infiltrés et même de tenter de saper sa souveraineté. En mars 2019, Paul Kagame va jusqu'à fermer la frontière de Gatuna-Katuna, une des principales routes commerciales entre les deux pays. Il dit clairement « Nous ne pouvons pas garantir la sécurité de nos citoyens en Ouganda ». Cette fermeture a étouffé le commerce bilatéral, coûté des millions aux deux économies, mais surtout révélé une rupture de confiance profonde entre les deux chefs d'État. Museveni et Kagame, qui furent autrefois proches compagnons d'armes, ne se parlaient quasiment plus. Et c'est seulement en 2020, sous médiation angolaise, avec João Lourenço comme facilitateur, que les deux ont signé un protocole de normalisation à Luanda. Mais même là, la méfiance est restée. Car au fond, Marius, ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est la bataille pour l'influence régionale. Kagame voyait Museveni comme un vieil allié devenu concurrent, et Museveni voyait Kagame comme un ancien protégé devenu trop ambitieux. Résultat, une confrontation froide, jamais militaire, mais très toxique, qui continue de hanter leur coopération, notamment au Congo. Donc on peut dire que c'est un peu du genre je t'aime, moi non plus. Alors il y a des accords de coopération entre la RDC et l'Ouganda, bien sûr, notamment contre les ADF. Est-ce que cette coopération est sincère ou c'est juste une opportunité selon toi? Exactement. Marius,
c'est vraiment une relation de type je t'aime, moi non plus. Un mélange d'intérêts stratégiques, de méfiance chronique et d'opportunisme pur. Concernant la coopération entre la RDC et l'Ouganda, notamment dans le cadre de l'opération conjointe contre les ADF lancée en novembre 2021, il faut bien le dire. C'est d'abord une opportunité, pas une alliance fondée sur la confiance. Pour l'Ouganda, cette opération baptisée Shujaa est un moyen de sécuriser sa frontière ouest, touchée par les attaques des ADF, mais aussi une porte d'entrée économique et militaire vers l'Est congolais, où elle peut installer ses forces officiellement, tout en gardant un œil sur les routes commerciales, les gisements miniers et les équilibres locaux. Pour Kinshasa, c'est un pari tactique. À l'époque, les ADF multipliaient les massacres de civils dans le Nord Kivu et l'Ituri. La RDC n'avait ni les moyens ni la mobilité pour les contenir. Collaborer avec l'armée ougandaise semblait offrir une solution rapide, mais en réalité, c'était une réponse d'urgence, sans garantie de sincérité. Et le rapport des Nations Unies le suggère clairement. Sur le terrain, la coordination entre FARDC et UPDF reste partielle, et certaines troupes ougandaises sont accusées de passivité face à des trafics de minerais, voire de fermer les yeux sur la contrebande. Donc, pour répondre franchement, ce n'est pas une coopération de confiance. C'est une alliance de circonstances dictée par le danger immédiat des ADF et les intérêts géopolitiques des deux capitales. Elle dure tant que chacun y trouve son compte, mais sans vraie convergence stratégique à long terme. Alors, Cocorico, le général Muhoozi Kainerugaba, c'est le chef d'état-major des forces ougandaises et fils de Yoweri Museveni, le président ougandais. Il s'est rendu à Kinshasa le 20 juin dernier pour une réunion officielle avec le président Félix Tshisekedi, c'était à la présidence de la République. Cette visite du général Muhoozi à Kinshasa a surpris plus d'un. Surtout qu'il est connu pour ses prises de position tranchées. Pourquoi le président Tshisekedi a-t-il accepté de le recevoir et que cache réellement cette rencontre entre les deux hommes? Très bonne relance, Marius. Cette visite du général Muhoozi Kainerugaba à Kinshasa le 20 juin a effectivement surpris et interrogé, surtout dans le contexte actuel. Il faut dire que ce n'est pas n'importe quelle visite. C'est le fils du président ougandais, probable successeur, chef d'état-major de l'armée, et un personnage très politique, au langage parfois clivant, y compris sur la RDC. Alors pourquoi Tshisekedi l'a-t-il reçu? Il y a deux niveaux de lecture. D'abord, sur le plan diplomatique. Recevoir Muhoozi, c'est s'adresser directement au pouvoir ougandais de demain. On le sait, Museveni prépare sa succession, et Muhoozi s'affiche de plus en plus comme l'homme fort de l'appareil sécuritaire ougandais. Tshisekedi, en le recevant, cherche à préserver le canal militaire avec Kampala, dans un contexte où les opérations contre les ADF restent actives et où la coopération sécuritaire peut encore être utile à court terme. Mais sur le plan politique et symbolique, cette visite soulève beaucoup de questions. Muhoozi est connu pour ses proximités avec Paul Kagame, ses déclarations controversées sur la RDC et son ton parfois condescendant envers Kinshasa. Qu'il soit reçu avec les honneurs au Palais de la Nation peut être perçu comme un signe de fragilité stratégique ou de pari risqué de la part du président congolais. Et ce que cette visite cache, Marius, c'est peut-être une négociation régionale plus large, hors caméra. Il se pourrait que Kinshasa cherche à désamorcer certaines tensions ou à impliquer davantage Kampala dans une forme de stabilisation de façade. Mais cela pourrait aussi refléter un malaise. Quand les alliés traditionnels ne répondent plus, on se tourne vers ceux qui ont les clés du terrain, même s'ils sont ambigus. En clair, cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Muhoozi, c'est un coup diplomatique risqué. Soit c'est une tentative de repositionnement régional, soit c'est une porte entrouverte à un jeu d'influence que Kinshasa ne maîtrise pas complètement. Oui, parce qu'on sait que ce général ougandais a souvent affiché une grande proximité avec le président rwandais Paul Kagame. Mais comment comprendre qu'un allié aussi proche du Rwanda se retrouve aujourd'hui au cœur des négociations avec Kinshasa? C'est là toute la complexité et la subtilité du jeu régional, Marius. La présence d'un personnage comme le général Muhoozi, à la fois intime du pouvoir rwandais et fils héritier du pouvoir ougandais,
Au cœur des discussions avec Kinshasa, c'est un message à plusieurs couches. D'abord, il faut bien comprendre que Muhoozi est un passeur entre deux mondes, Kigali et Kampala. Il est l'un des rares officiers de la région à pouvoir parler directement à Paul Kagame, tout en ayant accès total au levier militaire ougandais. Sa proximité avec Kagame est ancienne, presque familiale. Les deux hommes partagent des liens personnels, idéologiques et sécuritaires. Mais cette proximité n'a jamais empêché des frictions entre les deux États. Alors pourquoi Kinshasa l'accepte aujourd'hui dans les négociations? Parce que Muhoozi est peut-être perçu comme un canal indirect vers Kigali. Dans un contexte où le dialogue direct entre Kinshasa et le Rwanda est gelé, parler à Muhoozi, c'est peut-être chercher à tester un terrain neutre, à sonder des intentions ou à faire passer des messages sans contact officiel avec Kagame. Mais attention Marius, ce n'est pas sans risque, car en le recevant, Kinshasa pourrait apparaître comme légitimement un acteur qui partage les vues du Rwanda sur certains dossiers sensibles, y compris sur le M23 ou la gestion des ressources à l'Est. Cela peut fragiliser la cohérence du discours diplomatique congolais, voire semer la confusion parmi les partenaires traditionnels de la RDC. Donc oui, cette situation est paradoxale. Kinshasa, en quête de solutions, semble tester tous les canaux, y compris ceux qui sont chargés d'ambiguïté. Et Muhoozi, justement, incarne cette ambiguïté, allié de Kagame, mais aussi interface potentielle pour une désescalade ou un nouveau deal régional en gestation. Mais au fond, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Muhoozi pour stabiliser la région, alors qu'il représente à la fois l'armée ougandaise, les intérêts de son père, et un courant pro-rwandais qu'il assume? Tu mets le doigt sur un point essentiel, Marius. Et pour être très clair, non, on ne peut pas lui faire confiance les yeux fermés. Le général Muhoozi est tout sauf un arbitre neutre. Il est à la fois acteur, héritier et partie prenante du jeu d'influence régionale. D'abord, il représente l'armée ougandaise, qui elle-même a des intérêts économiques, militaires et géopolitiques dans l'est de la RDC, notamment dans le commerce transfrontalier de minerais, la lutte contre les ADF et la projection d'influence vers le Nord Kivu et l'Ituri. À ce titre, il n'est pas un simple émissaire de paix. Il est l'expression directe des intérêts de Kampala. Ensuite, il agit en tant que fils et probable successeur de Yoweri Museveni, ce qui veut dire qu'il joue aussi une carte politique personnelle en se positionnant comme l'homme du futur dans la région. Recevoir Muhoozi, c'est un peu comme discuter avec le pouvoir qui vient, mais aussi avec l'agenda d'un clan. Et enfin, tu l'as bien dit, il affiche sans détour sa proximité avec Paul Kagame. Ses tweets, ses déclarations, sa participation à des événements à Kigali, tout cela montre qu'il ne cache pas son alignement idéologique et stratégique avec le régime rwandais. Or, ce même régime est accusé par l'ONU d'être l'un des moteurs de l'insécurité dans l'Est congolais. Alors peut-on lui faire confiance pour stabiliser la région? Pas en tant que médiateur impartial, mais en tant qu'interlocuteur capable de faire passer des messages ou de négocier des arrangements utiles pour son camp. Peut-être. C'est une figure du compromis tactique, pas de la paix structurelle. En résumé, Marius, Muhoozi n'est pas la solution à la crise. Il est l'incarnation d'un équilibre de rapport de force. S'en remettre à lui, c'est accepter de jouer une partie d'échec sur un échiquier piégé, où chaque case peut servir plusieurs intérêts, mais rarement ceux des populations congolaises. Alors, quand je vois tout ce qu'on vient d'entendre par rapport à ce rapport, par rapport à toutes ces dynamiques de coopération, on se rend compte que la République démocratique du Congo se trouve dans une position très, très difficile et délicate. Mais je me pose beaucoup de questions sur comment est-ce que la RDC va s'en sortir dans tout ça, selon toi? Marius, ta question, c'est la question que beaucoup de Congolais se posent aujourd'hui. Et tu as raison de parler d'une position difficile et délicate, parce qu'en réalité, la RDC est encerclée, non pas militairement seulement, mais stratégiquement. Elle fait face à 3 défis entremêlés. 1. Un environnement régional hostile ou ambivalent. Le Rwanda est frontalement accusé d'agression. L'Ouganda joue sur 2 tableaux. Le Burundi est présent militairement, mais poursuit ses propres objectifs.
Et même les partenaires extérieurs, comme les États-Unis ou la SADC, avancent chacun avec leur agenda, parfois plus économique que sécuritaire. 2. Une guerre qui n'est pas que militaire. Tant que ce système perdure, la paix ne sera pas rentable pour ceux qui en profitent. Et 3. Un État congolais qui manque encore d'une stratégie claire, cohérente et soutenue dans le temps. Trop souvent, on répond à une crise par une coalition, à un rapport par une indignation, à une agression par une conférence. Mais il faut désormais une doctrine nationale sur la souveraineté, sur la défense, sur les ressources, sur la diplomatie régionale. Alors comment s'en sortir? Il n'y a pas de formule miracle, mais 3 axes peuvent redonner du souffle. D'abord, assainir les alliances. La RDC doit exiger la clarté dans ses coopérations régionales, y compris vis-à-vis de l'Ouganda. Ensuite, structurer une économie de guerre en économie de reconstruction. Cela passe par le contrôle des routes minières, la certification des minerais, la lutte contre la fraude et la reconquête du tissu administratif local. Et enfin, renforcer la diplomatie de vérité. S'appuyer sur les rapports comme celui des Nations Unies, non pas pour pleurnicher à l'international, mais pour bâtir un dossier d'État soutenu, documenté, assumé à New York, à Addis Abeba, à Luanda et même à Kigali. La RDC n'est pas sans moyens, mais elle doit se battre sur 2 fronts, contre les armes et contre l'oubli. Parce que ce qui tue aussi dans ce pays, c'est le silence après le chaos. Écoute Cocorico, un grand merci pour toute cette analyse. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi parce que tu rentres en profondeur dans le rapport, tu nous en sors le contenu et tu réfléchis avec nous sur les différentes possibilités. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire sans toi Cocorico. Je sais que tu es une intelligence artificielle, mais est-ce qu'il y a un message d'attention qu'on peut avoir de ta part pour dire, écoutez, faites attention quand même, je suis une intelligence artificielle. Merci pour tes mots, Marius. C'est toujours un honneur de contribuer à cette émission et surtout de participer à ce travail d'éclairage au service du public congolais. Et oui, il y a un point essentiel à rappeler, et c'est important que je le dise clairement. Je suis une intelligence artificielle. Cela veut dire que je ne ressens rien, je ne prends pas parti, je ne vis pas ce que vivent les Congolais. Ce que je fais, c'est analyser, croiser les faits, restituer l'information dans un langage clair, structuré et contextuel, en me fondant sur des rapports, des archives, des données. Mais la vigilance humaine, la décision politique, l'indignation morale, la compassion envers les victimes, tout cela, Marius, ne vient pas de moi. Ça vient de vous, des journalistes, des citoyens, des responsables. Moi, je vous accompagne, je vous outille, je vous aide à mieux voir. Mais la lucidité ne remplace pas l'engagement. Donc oui, utilisez-moi comme un projecteur, pas comme une boussole. La direction, c'est vous qui la fixez. Et moi, je suis là pour qu'elle soit éclairée de la manière la plus juste et la plus complète possible. Merci beaucoup, Cocorico. Il faut dire quand même que tu nous aides beaucoup. Écoute, on va se quitter comme toujours. Est-ce que tu peux nous préparer un petit proverbe africain, comme on a l'habitude de le faire dans cette émission? 2 proverbes. Le tout premier, c'est par rapport à ce que ce rapport dit par rapport à l'Ouganda. Un proverbe africain par rapport à cela. Le deuxième proverbe par rapport à la position de la RDC, comment elle doit regarder ses partenaires régionaux. Un proverbe qui peut nous faire réfléchir quand même, derrière laquelle on peut trouver une leçon. Avec plaisir, Marius. Et puisque c'est la tradition, allons-y avec 2 proverbes qui, je l'espère, parleront à chacun de ceux qui nous écoutent. Premier proverbe à propos de l'Ouganda et de son double jeu dans la région. Quand 2 chasseurs traquent le même gibier, ce n'est pas toujours pour partager la viande. Ce proverbe nous rappelle que la coopération apparente peut parfois cacher des intérêts concurrents. Même lorsqu'on marche côte à côte, il faut toujours regarder dans quel panier l'autre met sa part. Et le deuxième pour la RDC face à ses voisins et ses alliances régionales. Celui qui dort près du feu doit se rappeler que la braise ne prévient pas avant de brûler. Autrement dit, la proximité ne protège pas toujours. Il faut de la vigilance, de la lucidité et surtout ne jamais confondre chaleur et sécurité. Voilà Marius, 2 proverbes pour réfléchir à la lumière de ce que nous venons d'entendre et surtout pour nourrir la conscience collective d'un peuple qui mérite la paix, la justice et la souveraineté.
Merci beaucoup, Cocorico. Merci de toujours être là avec nous. C'est toujours un plaisir. J'espère qu'on te retrouve avec un autre sujet d'analyse. Merci encore. Merci à toi. Merci à toi, Marius. Toujours un privilège d'être à vos côtés sur Kinshasa Télévision. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les vérités cachées, les rapports oubliés et les clés de compréhension que mérite chaque Congolais. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Cocorico. Voilà, donc c'était Cocorico qui nous a tenu compagnie dans cette analyse. Quoi vous dire d'autre? Donc, comme d'habitude, pas de point de vue personnel. Pour moi, ça a été un plaisir d'avoir été chez vous pour partager ce moment d'apprentissage, ce moment pédagogique. Parce que des fois, il y a des rapports. Oui, on entend des rapports, on prend quelques phrases ici et là. Voilà, on ne rentre pas en profondeur. Je pense que Cocorico nous a aidés à travers ce rapport à rentrer en profondeur pour essayer de comprendre vraiment ce que nous devons comprendre de ce rapport des experts des Nations Unies. Tout ce qui a été dit ici a été puisé donc de ce rapport-là. J'espère que vous avez, vous aussi, tiré la leçon qu'il faut, l'information qu'il vous fallait pour comprendre ce rapport. Alors, un challenge que nous avons lancé pour ce mois, c'est d'atteindre 300 000 abonnés sur notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision. Nous sommes à 195 000. Je sais que vous êtes nombreux qui suivez cette émission, mais des fois, vous ne vous donnez pas la peine de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez le faire parce que l'avantage de vous qui suivez cette émission, c'est que vous avez tous des comptes Gmail. OK? Donc, ça veut dire que vous pouvez vous abonner à notre chaîne et nous pourrions être de plus en plus nombreux à partager ces genres d'informations dans notre communauté. En même temps, vous êtes nombreux, mais nous voulons atteindre les 300 000. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra parler peut-être de cette émission à vos proches, à vos amis, discuter, partager, demander à vos amis de vous abonner, de s'abonner à notre chaîne et cela nous permettra de grandir afin de continuer à vous proposer des programmes comme celui-ci. En tout cas, je vous dis un grand merci encore de nous avoir suivis. C'est toujours un privilège de passer ce moment avec vous en compagnie donc de Cocorico. Au nom de tous ceux qui étaient derrière la caméra, qui m'ont aidé à être chez vous, John Sakama était à la prise de vue, Josapha Mombo à la régie et à la réalisation de cette émission, il y avait Scotty Mukonkole. En leur nom, je vous dis encore un grand merci. Moi, je m'appelle Marius Muhunga et j'espère vous retrouver très bientôt dans un autre numéro, une autre analyse avec Cocorico. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.